L'essentiel, la suite, on va plus loin avec Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. Bonjour. Bonjour Richard, Raphaël. auteur également de ce livre, c'est le bal des illusions avec François d'Alençon aux éditions Grasset. Vous revenez justement sur la perception finalement qu'ont les étrangers de la France, l'image que projette la France à l'étranger, peut-être aussi l'image que projette la France dans certaines régions du globe, puisqu'on va parler de la France, mais la France pas forcément en Europe, dans le Pacifique, avec au sommaire justement la Nouvelle-Calédonie, toujours théâtre de violence malgré l'état d'urgence. 3 nouveaux policiers blessés par des tirs à Nouméa. Les dégâts des émeutes sont déjà chiffrés à 200 millions d'euros. Chine et Russie se présentent comme facteurs de paix dans le monde, à commencer par l'Ukraine où Vladimir Poutine, aux côtés de Xi Jinping, appelle à trouver une solution politique et condamne à mots couverts les Occidentaux. Tous les temps forts de la visite du président russe à Pékin. On va en parler justement dans un instant. On va plus loin dans l'essentiel. Un millier de policiers et gendarmes supplémentaires sont donc en train d'être déployés en Nouvelle-Calédonie, où la situation demeure insurrectionnelle, avec des tirs d'armes à feu qui ont fait 3 nouveaux blessés parmi les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. Alexandra Carini. La 3e nuit d'émeute a été un peu moins violente, mais la situation reste alarmante en Nouvelle-Calédonie. Jeudi, de nouveau un gendarme est mort, victime d'un tir accidentel. C'est le 2e membre des forces de l'ordre tué dans les émeutes qui secouent le territoire et sèment la terreur parmi la population. On craint pour notre vie parce que, je vous le répète, on est avec des personnes qui sont imprévisibles. On ne sait pas, ils sont surarmés. Une violence dont se défendent ces militants mobilisés sur un point de blocage. On est resté pacifique jusqu'à maintenant. Et encore ce matin, on est parti voir nos commerçants, on est parti voir les différents structures qu'on a sur vos points de mire pour les rassurer par rapport à ça. Rassurer les commerçants dans la crainte des pillages qui se multiplient. Les dégâts sont estimés à 200 millions d'euros. Pour tenter d'endiguer les violences, le gouvernement annonce la venue de nouveaux renforts. Plus de 1000 membres des forces de l'ordre, en plus des 1700 déjà mobilisés. Instauration de l'état d'urgence, interdiction de TikTok pour limiter la communication entre les émeutiers. Les autorités multiplient les actions, mais échouent pour le moment à réunir les élus loyalistes et indépendantistes qui refusent de se parler. De son côté, le ministre de l'Intérieur a assigné à résidence 10 membres du CCAT, la branche la plus radicale du Front de libération kanak socialiste. C'est un groupuscule qui se dit indépendantiste et qui en fait commet des pillages, commet des meurtres manifestement, commet de la violence. Et il ne faut pas le confondre avec des militants politiques. Le responsable du mouvement, de son côté, assume la lutte menée contre le projet électoral en Nouvelle-Calédonie, mais appelle au calme. On appelle au calme et puis dire que le temps du deuil, là, dans lequel on veut consacrer un temps pour tous ces jeunes et puis pour la famille du gendarme, de manière à ce qu'on puisse avancer sereinement dans le temps. Selon le gouvernement, une circulaire pénale devrait être publiée dans les prochaines heures pour garantir des sanctions lourdes contre les émeutiers et les pillards. Je vous rappelle, 2 gendarmes sont morts, dont l'un par tir accidentel depuis le début de ces émeutes, provoquées par l'adoption ici à Paris d'une réforme constitutionnelle. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, était clair aujourd'hui. Il n'entend pas revenir sur cette réforme. Richard Verly, commençons d'abord justement par le cœur de cette colère, du moins dans les revendications telles qu'elles s'expriment, cette réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, figée depuis 1998. On s'est interrogé, était-elle opportune? L'État a-t-il manqué de sensibilité quand on sait à quel point la question électorale est un enjeu potentiellement explosif en Nouvelle-Calédonie, compte tenu bien sûr des affrontements passés entre Kanaks, les autochtones, et les Caldoches venus d'Europe et de métropole? Écoutez, qu'il y ait eu une erreur politique grave, ça me paraît évident. Il n'y a pas si longtemps, Gérald Darmanin était en Nouvelle-Calédonie, sauf erreur de ma part, le ministre de la Défense, lorsqu'il était à l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, y avait aussi passé beaucoup de temps. Emmanuel Macron s'y est également rendu. Qu'est-ce qu'ils ont appris sur place ? Quelle conclusion en ont-ils tiré ? La conclusion qu'ils en ont tirée, c'est qu'il fallait une réforme constitutionnelle de cette manière sur le sujet aussi sensible que la réforme du corps électoral, sans avoir préalablement
convoqué, je ne sais pas quel terme on pourrait employer, une sorte de conférence nationale, sans s'être assuré qu'il y avait un minimum de consensus politique sur place. Donc oui, il y a eu une faute politique, mais attention, au terme, ça veut peut-être dire, et ça veut sans doute dire que c'est ce que le gouvernement veut. Il faut rappeler qu'il y a eu 3 référendums qui, tous les 3, se sont soldés par le non à l'indépendance. Le dernier dans des conditions de boycott par les indépendantistes, donc le 96% de victoire du non, on ne peut pas le prendre en considération. Les 2 précédents, 2018-2020, le résultat était sans il y a eu un processus. Le problème, c'est que ce processus, une partie des indépendantistes, surtout du côté des jeunes, ils n'en veulent pas. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, dans un territoire aussi éloigné de la métropole, vous avez un gros problème. En face, les partisans de aujourd'hui cette réforme constitutionnelle arguent à la fois des résultats de ces référendums successifs, Bruno, mais aussi tout simplement d'une mesure d'égalité, permettre aux natifs et aux résidents de plus de 10 ans de participer au scrutin. Oui, et a priori, ça peut paraître un argument qui s'entend tout à fait, puisque dans n'importe quelle démocratie, le principe une personne, une voix, évidemment, est un peu un principe de base pour les élections. Bon, sauf que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, on est dans un cas spécial, on est dans une entité qui est, depuis qu'il y a eu les accords de Matignon puis de Nouméa, dans un processus de décolonisation. Et dans tous les processus de décolonisation, on accepte en fait qu'il y ait des corps électoraux spéciaux pour une durée temporaire, certes, c'est en partie le problème d'ailleurs, pour permettre au peuple premier, au peuple autochtone, de ne pas se retrouver en fait minorisé face à l'envoi ou à l'arrivée, même si c'est pas délibéré, de populations exogènes comme le sont les Européens et les Français qu'on appelle caldoches. Donc voilà, c'est ça le problème, et c'est la crainte des indépendantistes, c'est que cet accord qui a mis le feu aux poudres, cet élargissement du corps électoral, fait qu'il est quasiment certain qu'aux prochaines élections provinciales, eh bien la représentation des indépendantistes sera minorée. Mais c'était quand même en discussion. Il ne faut pas croire que le gouvernement a sorti ça de son chapeau. Il y avait eu des discussions, y compris avec les partis indépendantistes. On a pris personne en traître, c'est ce que vous voulez dire. Alors, on a pris personne en traître. Après, il y a eu, effectivement, je pense, moi, la principale maladresse du gouvernement, ça a été de traiter ce sujet à l'écart, alors qu'il s'inscrivait aussi dans des discussions qui devaient avoir lieu pour déboucher sur un accord entre les différents acteurs calédoniens pour savoir quel avenir pour ce territoire, quel type de citoyenneté calédonienne et quel corps électoral. Tout ça faisait bloc. En le sortant effectivement de cet accord, avant que cet accord ait eu lieu, en fait, c'est ça aussi qui a compliqué les choses. Et là, on ne comprend pas très bien quelle a été la stratégie du gouvernement. Les opposants disent que en fait, c'était une stratégie délibérée et accusent le gouvernement d'avoir renoncé à une forme de neutralité par rapport à deux camps. Aujourd'hui, en tout cas, le mouvement, la colère, semble échapper au FLNCS lui-même. Elle est le fait d'une jeunesse hors de contrôle. On est face à une forme de criminalité, comme le dit Gérald Darmanin, pour peut-être jeter l'opprobre aussi sur ces manifestants. On est dans un mouvement comparable à celui des émeutes urbaines de l'été dernier, ici même en métropole. Alors, est-ce que c'est comparable aux émeutes urbaines ? Il y a sans doute des éléments de comparaison, notamment les pillages qu'on a vus dans les grands magasins, c'est-à-dire des jeunes qui se servent et qui profitent par pure opportunité des tensions politiques pour leur agenda de pillage et de vol. Mais vous savez, ces images de voitures brûlées, à Nouméa, moi je ne suis allé en Calédonie que 2 fois, mais au sud de Nouméa, dans certains quartiers... C'est déjà plus que la plupart des métropoles. Quand on remonte vers le nord, on voyait ce spectacle. C'est-à-dire que régulièrement, il y avait des embuscades, il y a des groupes, en l'occurrence de jeunes Kanaks, qui rançonnent. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Alors, ce n'était pas du tout de cette ampleur, mais le problème de l'insécurité en Nouvelle-Calédonie, il a énormément grandi ces dernières années. Et donc, le mot qu'on peut employer, c'était une poudrière. Oui. Et d'ailleurs, un certain nombre d'Européens ont quitté ces dernières années la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils sentaient venir cette flambée de violence. Et c'est là où la manière dont le gouvernement a procédé pose quand même question
surtout dans un pays où, il faut le dire, sur un territoire où les traditions politiques n'ont rien à voir avec nos traditions démocratiques, rapides, où tout tombe d'en haut d'un seul coup. Il y a la coutume, il y a une manière de parler aux gens. Michel Rocard l'avait beaucoup expliqué à l'époque, à la fin des années 80, il faut prendre le temps, c'est long, ça nécessite beaucoup de pédagogie, et il ne me semble pas que ce gouvernement ait eu envie de procéder de la sorte. Il y a une maladresse dans la réponse de l'État. On pense à cette visioconférence proposée par Emmanuel Macron aux élus calédoniens à l'issue du Conseil de défense et de sécurité nationale. Bruno, la réponse qu'a donnée l'Élysée, c'est que ces élus ne souhaitent pas dialoguer les uns avec les autres actuellement. Oui, pour le moment, le dialogue politique, visiblement, a du mal à s'établir. C'est ce que dit l'Élysée. Mais après, c'est vrai que dans une circonstance comme celle-là, alors c'est vrai que c'est très loin, c'est à 17 000 km de la métropole, mais dans une circonstance comme celle-là, en fait, proposer une visioconférence, bah oui, c'est un peu la conjonction. C'était un peu Startup Nation. Voilà, c'est un peu la Startup Nation vis-à-vis effectivement d'un endroit où il faut prendre le temps, où il faut rencontrer les gens, où il faut les écouter, etc. Là, évidemment, Emmanuel Macron, lui, il est pressé, il utilise les nouvelles technologies, on fait une visioconférence, tout est réglé et hop, on passe à la suite. Non, visiblement, ça se passe pas comme ça en Nouvelle-Calédonie. Donc, de ce point de vue-là aussi, c'était peut-être une forme de maladresse. Peut-être faudra-t-il que lui-même se rende en Nouvelle-Calédonie. Après, le gouvernement, il y a la réponse sécuritaire qui, vu l'ampleur quand même des dégâts, semble inévitable et quasiment presque normale, nécessaire à très court terme, nécessaire mais pas suffisant. Alors après, il y a des débuts de réponse politique. On envisage apparemment peut-être une mission de Gérard Larcher et de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui tous les deux connaissent bien le dossier calédonien, donc ça irait plutôt dans le bon sens. Après, on ne comprend pas non plus ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron quand il a dit, parce que du coup, comme le texte a été voté au Sénat à l'Assemblée, il aurait pu convoquer assez rapidement le Congrès. Il faut que ce soit entériné par le Congrès, parce que c'est une réforme constitutionnelle. Bon, alors visiblement, il a voulu donner du lest, mais en disant, en fait, jusqu'à fin juin. Donc, en fait, ça laisse très peu de temps pour trouver un accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les différents acteurs politiques néo-calédoniens ne sont pas encore arrivés à cet accord. Or, il faut qu'ils y arrivent et qu'on retrouve peut-être un peu la méthode Rocard, effectivement, c'est-à-dire qu'on laissait d'abord les acteurs parler entre eux et l'État ensuite venait en quelque sorte valider ce qui avait été décidé localement. D'un point de vue social, ces émeutes, elles risquent d'ajouter la crise à la crise déjà présente comme l'un des motifs de la révolte, comme on l'a vu là, comme on a pu le voir pour des raisons totalement différentes à Mayotte aussi, par exemple. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, il y a d'autres clés de compréhension de cette violence. Oui. D'abord, vous étiez en train de le dire, la crise économique. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, tout est très cher, la vie est très chère. Alors bien évidemment, pour les expatriés, notamment les fonctionnaires qui bénéficient des primes, ça ne pose pas de problème. Mais pour les populations locales, et notamment les Kanaks, c'est un gros problème. C'est pour ça qu'on parle sans arrêt d'ingérence chinoise. C'est vrai qu'il y a une volonté de la Chine. En gros, la Chine préférait que la France soit partie de cette zone. Alors c'est dans la sphère géographique de la Chine. Absolument, et la placer sous son contrôle, comme elle a fait aux Vanuatu voisins, qui sont les anciennes Nouvelles-Hébrides. Et on a vu d'ailleurs les îles Salomon, le nouveau Premier ministre, se placer d'emblée sous, d'une certaine manière, l'influence chinoise. Absolument, mais n'oublions pas une chose, c'est que dans ces pays, grâce à l'arrivée massive de produits chinois, le coût de la vie est devenu beaucoup plus abordable. Donc la population, je dirais, le citoyen normal, il y trouve son intérêt. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Un autre élément, c'est l'absence aujourd'hui de leadership kanak respecté. La population kanak, dans sa représentation politique, est beaucoup plus fragmentée qu'elle ne l'était à l'époque où le FLNKS, dont vous avez parlé, de Jean-Marie Tjibaou, qui a été assassiné par des Kanaks, ne l'oublions pas, suite à l'affaire de la grotte d'Ouvéa. Et enfin, dernier élément, et ça reprend ce qu'on était en train de dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas régler par visioconférence et que vous ne pouvez surtout pas régler à 17 000 km. Cette période, elle est finie. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des territoires qui sont des semi-colonies, disons-le, et que la métropole, dont la métropole peut gérer le destin, ça n'est plus vrai. Quelle forme sera celle de demain? Celle d'une hyper-autonomisation, celle d'une indépendance? Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est pas à Paris que ça peut se décider, parce que les gens, ils sont là-bas, et il va falloir à un moment donné que ça se gère là-bas. Bruno, on évoque le rôle de la Chine, on évoquait aussi hier, avec Marc Semo ici présent, le rôle aussi de l'Azerbaïdjan, plus inattendu comme acteur de cette crise, mais qui visiblement a trouvé les moyens, en tout cas, de faire payer d'une certaine manière à la France son soutien à l'Arménie. Cette crise, elle illustre les limites de l'influence française dans cette région du monde, le Pacifique Sud, avec, on s'en souvient récemment, l'affaire déjà des sous-marins et le fait qu'elle ne fait pas partie de l'alliance autour des États-Unis.
Oui, alors c'est pas tout à fait pareil, hein, l'histoire de l'alliance. En fait, une question d'influence et de présence dans cette région du monde. Oui, enfin, c'est des alliés La France est officiellement. isolée dans le dossier calédonien. Elle n'a pas l'Australie à ses côtés, qui déjà attisait, on s'en souvient, Oui, les oui, brèves dans les années 80. Oui, non, mais d'accord, mais dans le cas de l'affaire des sous-marins, c'est les alliés C'était occidentaux. pas ce que j'étais en train de dire, Bruno. C'est les alliés occidentaux qui C'était ont pas fait le un sens de mauvais ma coup. question. C'était dire que la France est isolée dans cette région du monde, sans alliés, y compris au sein du monde occidental, face à la Chine. Ouais, enfin, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, en fait, parce que, par ailleurs, la France travaille aussi avec les États-Unis dans cette région. Là, l'affaire des sous-marins, c'était quelque chose de très spécifique et lié aussi à la vie politique australienne, qui avait changé. Enfin, c'était pas... Voilà, c'était pas aussi simple que ça. Mais oui, la France connaît, mais comme d'autres puissances occidentales, y compris les États-Unis, je pense, y compris l'Australie, une espèce de crainte de voir l'entrisme chinois s'accélérer. Et je pense qu'aujourd'hui, même les États-Unis ou même l'Australie ne sont pas tellement pour une indépendance kanak calédonienne, parce qu'ils savent que la Chine essaierait tout de suite de mettre le grappin dessus, si vous me passez l'expression. De toute façon, il y a un entrisme chinois, y compris dans le domaine économique. Ils avaient proposé de racheter la base de nickel qui était en difficulté, donc ça ne s'est pas fait. Mais il y a un entrisme chinois. Bon, l'Azerbaïdjan, c'est un peu plus folklorique, j'allais dire, mais ça a été utilisé quand même. Australie, Nouvelle-Zélande ont, en tout cas longtemps, semblé affaiblir la position française en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que l'Australie, parlons surtout de l'Australie, est dans une situation qui a beaucoup changé par rapport à celle des années 80. Dans les années 80, l'Australie était en frontale contre la France pour la raison des essais nucléaires. Oui. Depuis, ça a énormément changé. Mais l'Australie, qui après des décennies d'oppression de ses aborigènes, il faut quand même le rappeler, est maintenant dans un moment de promotion politique des aborigènes, elle veut donner l'exemple aux Kanaks. Et donc, il y a une position très ambiguë de l'Australie, qui à la fois militairement préfère que la France reste, mais politiquement veut l'émancipation des Kanaks. Et ça crée une situation ambiguë. Et enfin, un autre élément, n'oublions pas que, alors là je me contredis en quelque sorte, on est à 17 000 km, mais c'est la France. Et donc, le raidissement politique qu'on constate ici en métropole avec l'extrême droite de plus en plus importante, vous l'avez là-bas aussi, c'est-à-dire que les populations européennes, blanches, appelons-les comme ça, sont devenues de plus en plus à droite, de plus en plus réactionnaires et de plus en plus hostiles à l'indépendance. Et donc vous avez le fossé entre les deux communautés qui n'a fait que s'élargir. Et du coup, effectivement, le risque de retourner, c'est ce que disent d'ailleurs un peu les oppositions de gauche, ici en France, de retourner dans une logique coloniale, c'est-à-dire les populations blanches contre les populations autochtones. C'est à ça qu'il faut faire effectivement très attention. Et c'est pour ça quand même que dans le passé, les gouvernements à Paris avaient toujours été très prudents, en retrait, attendant que les accords soient établis. C'est peut-être ça qui pêche aujourd'hui. Et n'oublions pas l'économie, le nickel, qui est un métal très recherché, mais qu'aujourd'hui on peut produire à très bas coût. Et dont le cours s'est effondré l'année dernière. Le cours s'est effondré parce que les Chinois ont trouvé des procédés pour produire du nickel à très bas coût. Chinois, voilà. Donc bien évidemment, alors que vous avez pas très loin en termes géographiques sur une carte, ça fait des milliers de kilomètres, vous avez la Polynésie qui est beaucoup plus calme, parce que la Polynésie économiquement va mieux que la Nouvelle-Calédonie, il faut bien le dire. La Chine, on en parlait justement, s'il subsistait encore un doute sur son rôle de médiateur, le rôle qu'elle peut jouer dans la guerre en Ukraine. On peut dire que le masque est tombé. Aujourd'hui, Pékin s'affiche résolument aux côtés de Moscou, alors que Vladimir Poutine, en visite officielle chez son homologue Xi Jinping, semble avoir reçu les garanties qu'il était bien venu chercher. Naomi Roche. À Pékin, une démonstration d'amitié entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Pour son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars, le président russe est venu afficher ses liens étroits avec la Chine. Nous continuerons d'agir de concert pour le développement des deux pays, la prospérité de nos peuples et pour accroître l'autorité et l'influence de la Russie et de la Chine dans le monde. Une influence que la Russie travaille depuis des années sur d'autres terrains et dans d'autres régions du monde. Au Moyen-Orient d'abord, intervenu militairement en Syrie dès 2015 pour soutenir le régime syrien pendant la guerre, Moscou dispose toujours de bases militaires dans le pays. Mais c'est surtout en Afrique que la Russie se livre à une lutte de pouvoir avec les Occidentaux. À la recherche de nouveaux partenaires, notamment à cause des sanctions occidentales adoptées en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie,
Moscou a entamé son offensive de charme depuis des années sur le continent. Envoi d'aide et investissements économiques, propagande et influence culturelle, la Russie surfe sur le ressentiment anti-occidental en Afrique pour étendre son influence. Une influence qui passe aussi par la présence de paramilitaires sur le continent. Arrivés en 2017 au Soudan, les paramilitaires russes du groupe Wagner ont peu à peu étendu leur présence dans plusieurs pays, à la faveur de coups d'État comme au Mali en 2021. Et le décès en août 2023 du chef du groupe, Evgeny Prigojine, ainsi que la reprise en main de ses activités par le Kremlin n'ont pas changé la donne. En plus du Mali, le groupe est aujourd'hui très actif en République centrafricaine, en Libye, au Mozambique, au Tchad ou encore au Soudan. Bruno, les deux parties, Chine et Russie, sont tombés d'accord sur le fait qu'une solution politique à la crise en Ukraine est la voie à suivre. Voilà ce qu'a déclaré Xi Jinping. Ce faisant, il s'aligne sur la position russe. Il revient un peu sur les déclarations finalement qu'il avait faites ici à Paris sur la nécessité à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Oui, enfin moi je dirais qu'il sait parfaitement ce qu'il fait et il joue plutôt sur les deux tableaux, en jouant à la fois sur le côté intégrité territoriale, parce qu'évidemment la Chine ne veut pas être accusée de remettre en cause ce principe, vu ses prétentions à récupérer Taïwan, et en même temps il adopte le concept russe de indivisibilité de la sécurité, c'est-à-dire que en fait, Pékin accepte l'argument comme quoi le fait que Kiev veuille adhérer à l'OTAN constitue une menace rapprochée pour la Russie. Voilà. Pékin joue un peu sur les deux tableaux, fait office de neutralité, mais bon, on sent bien quand même que son cœur penche un peu vers la Russie pour des intérêts bien compris, parce que dans cette relation aujourd'hui, le dominant c'est la Chine et c'est la Russie qui est en position de dominer en quelque sorte, et puis ça arrange très bien les affaires de la Chine économiquement, qui peut acheter du pétrole et du gaz à bon marché à la Russie, et donc elle fournit des technologies qui sont à utilisation duale civile ou militaire. La Chine sait aussi qu'à mon avis très bien jusqu'où elle peut aller. D'ailleurs, les États-Unis n'arrêtent pas de lui répéter la ligne rouge, c'est la fourniture d'armes à la Russie. Et ce soir, là, il y a un responsable de la diplomatie américaine qui a dit, bon, au bout d'un moment, justement, il faut que la Chine arrête de vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire qu'on veut en permanence améliorer les relations commerciales avec les États-Unis et l'Europe, et en même temps, soutenir quelqu'un qui nuit à la sécurité des Européens, quoi. Richard Verly, vous avez vu, vous, dans les propos aujourd'hui de Xi Jinping, une forme de démenti sur la position affichée en France la semaine dernière, même s'il était resté très mesuré, mais disons qu'il n'avait pas voulu fâcher Emmanuel Macron. Là, aujourd'hui, on le sent quand même très clairement aux côtés de Vladimir Poutine. Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui ont bougé depuis qu'on en avait parlé et depuis que Xi Jinping était en France. Le premier élément, c'est que Poutine est en train de gagner sa percée, son offensive militaire. Et là, de ce point de vue, on ne sait pas jusqu'où, mais le fait est qu'il a fait preuve d'une supériorité militaire maintenant, et que le Poutine qui arrive en Chine est un Poutine en position de force, qui a démontré sa capacité à mener l'offensive. Et ça, les Chinois doivent le prendre en compte, évidemment. La deuxième chose, c'est que clairement, et ça c'est très asiatique, on ne veut pas faire perdre la face à Vladimir Poutine. Donc on en rajoute dans le protocole, dans le décor, pour dire qu'il est quelqu'un, il est le président quasiment le plus important du monde et le plus important partenaire de la Chine. Est-ce que ça, cette image, elle signifie que la Chine est prête à tout pour faire gagner Poutine? Je ne suis pas sûr, je suis d'accord. Il y a encore une marge. Par contre, si le rapport de force en Ukraine continue d'être en faveur de la Russie, la Chine se montrera opportuniste. Elle n'ira pas, au fond, contre la réalité des combats, contre la réalité stratégique, d'où l'importance pour l'Ukraine de pouvoir mener sa riposte, sa défense. Il y a les armes qui vont arriver, on en parle beaucoup. Et puis quand même un autre élément, et ça je trouve que c'est décevant, par rapport au discours que la Chine tient sur son rôle pour la paix internationale, on a quand même une puissance chinoise qui se montre avide de profiter de tout. Oui. Donc avide de profiter de la faiblesse de l'Occident, avide de profiter d'une certaine faiblesse de la Russie, etc. C'est pas tellement la trace et la preuve d'un grand pays soucieux de l'ordre international. Dans le communiqué, Pékin et Moscou jugent nécessaire d'éviter toute décision contribuant à la prolongation des hostilités, à une nouvelle escalade du conflit.
Donc ce n'est pas la faute de Moscou, c'est la responsabilité occidentale. Oui, bah ça, la Chine adopte peu ou prou le narratif russe. Après, la Chine joue aussi de sa position qui est quand même de facto appréciée par les Occidentaux, parce que c'est la Chine aussi qui dit à la Russie, attention, hors de question d'utiliser l'arme nucléaire. Et en fait, il n'y a guère que la Chine qui peut dire ça à la Russie, et les États-Unis en particulier savent le rôle qu'elle joue là. Donc c'est toujours pareil avec la Chine, elle joue un peu sur tous les tableaux, parce que ce sont quand même en position de force, et que par ailleurs aussi, dans sa volonté de s'ériger en modèle contre-occidental, eh bien la Russie lui est fort utile, parce que ça permet d'afficher voilà, une alliée, quand même, un allié qui est quand même assez important, et de dire qu'ils l'ont dit aujourd'hui, que les deux pays sont pour la stabilité, pour la paix, mais sur un mode totalement différent. Donc là, ça envoie aussi un message aux pays du Sud global, etc., en se posant en alternative. Et c'est pour ça aussi que cette relation avec la Russie, la Chine, au-delà de la crise ukrainienne, continue quand même à l'entretenir, d'autant plus, comme je le disais, qu'elle est, elle, en position de force d'un point de vue économique, militaire, diplomatique, par rapport à la Russie. Merci beaucoup, Richard Verly, Bruno Daron. On va plus loin, c'est terminé. Nous, on se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal dans l'essentiel.